Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, c'est selon vos heures d'écoute. Merci de nous rejoindre dans le cadre de notre magazine de santé. L'émission de ce jour va porter sur la lèpre et les maladies tropicales négligées. Pour nous édifier sur cette question, nous recevons dans ce studio Dr Annick Mondjo, néphrologue, médecin de santé publique, diplômé de statistiques appliquées à la médecine. Elle est par ailleurs directeur du programme de lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé. Bonjour docteur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui remercie Radio Gabon d'avoir pensé à m'inviter. À mes côtés pour la présentation de cette émission, Greta Matsanga. Bonjour Greta. Bonjour Liliane. Docteur, en ouverture de cette émission, première question, peut-être nous parler de la définition de la lèpre et des maladies tropicales négligées et pourquoi pas nous lister ces maladies qui sévissent dans notre pays. Bien, la lèpre, pour commencer, la lèpre est une maladie infectieuse, contagieuse, qui est causée par une bactérie, un germe que l'on voit au microscope. Cette bactérie est de la famille des mycobactéries, comme les agents de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, et l'agent du buruli, Mycobacterium ulcerans. L'agent de la lèpre s'appelle Mycobacterium leprae ou bacille de Hansen. C'est une bactérie qui est assez particulière parce que cette bactérie a un développement intracellulaire, donc il n'est pas possible de la cultiver. Une autre particularité de cette bactérie, c'est qu'elle se divise très lentement. Donc la lèpre est une maladie chronique qui évolue très très lentement et la durée d'incubation de cette maladie peut aller de 2 à 5 ans, mais parfois beaucoup plus, parfois jusqu'à 50 ans. Donc ça c'est pour la définition de la lèpre. La lèpre est une maladie infectieuse comme les autres. Elle peut être diagnostiquée en mettant en évidence le germe au microscope. Et qu'en est-il justement, docteur, des maladies tropicales négligées ? Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, nous parler de certaines d'entre elles. Donc les maladies tropicales négligées, c'est un concept qui est apparu progressivement après même le concept de maladie oubliée. Au Gabon, la lèpre n'est pas à proprement parler une maladie tropicale négligée puisqu'il y a un programme, donc elle n'est pas négligée en ce sens. Néanmoins, elle fait partie de la liste de ce que l'OMS appelle les maladies tropicales négligées, qui est un ensemble tout à fait hétérogène de diverses maladies, qui sont tantôt bactériennes, tantôt virales, tantôt fongiques, liées à des champignons, et auxquelles on a même rajouté depuis 2017 les envenimations par les morsures de serpents. Ces maladies sont au nombre de 20 et on peut les distinguer le plus souvent par la manière dont on lutte contre elles. Donc la lèpre, l'ulcère de Buruli, le pian, la gale, les mycétomes, la filariose lymphatique font partie de ce qu'on appelle des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Ce sont des maladies que l'on diagnostique au cas par cas et pour lequel il faut faire un dépistage et un traitement précoce. Une autre maladie que l'on dépiste et que l'on doit traiter au cas par cas, c'est la maladie du sommeil, qui est là une maladie parasitaire. Dans les autres stratégies de lutte contre les maladies tropicales négligées, il y a celle qui relève de la vaccinothérapie préventive, la rage, elle est la seule dans sa catégorie. Il y a celle qui relève de la lutte antivectorielle intégrée, l'AVI, on va donner la dengue et le chikungunya. Et puis enfin, il y a ces maladies tropicales négligées dont on entend parler beaucoup plus souvent, qui relèvent de la chimiothérapie préventive avec des traitements de masse des populations, en particulier des enfants de moins de 5 ans, et qui sont essentiellement des maladies parasitaires, les géohelminthiases, ascaridiase, trichocéphalose, ankylostomiase. Docteur, moi j'ai une préoccupation. Pourquoi le terme négligé ? D'accord, c'est une bonne question. On appelle ces maladies tropicales négligées, d'abord on les appelle tropicales parce qu'elles existent essentiellement dans les milieux tropicaux, au niveau de l'équateur et des zones tropicales, mais pas que. Elles existent également dans d'autres pays, en particulier la rage existe dans le monde entier. Dans les régions tropicales, dans nos régions, en particulier sur le continent et au Gabon, elles touchent plus volontiers des personnes qui habitent dans des zones reculées ou difficiles d'accès, et également des personnes qui n'arrivent pas toujours à faire entendre leur voix pour que leur maladie soit considérée comme une priorité sanitaire. Or, au niveau du monde entier, on considère que les maladies tropicales négligées touchent 1,7 milliard de personnes.
1 personne sur 5, ce qui est beaucoup, mais ces maladies sont moins en vue que les 3 grandes maladies dont on entend souvent parler, la tuberculose, le paludisme et l'infection par le VIH, les 3 grandes. Donc par rapport à ces maladies, elles sont dites négligées. Une autre raison pour laquelle on les dit négligées, c'est que du fait qu'elles existent surtout dans les zones tropicales, les contrées plus riches, où ces maladies ne sévissent pas avec la même intensité, n'ont pas le même souci de développer des outils de diagnostic ou des vaccins contre ces maladies. Il y a des maladies pour lesquelles la recherche sur les vaccins évolue très très rapidement, mais dans le cadre de la lèpre, alors que la lèpre est causée par la première bactérie qui a fait la preuve d'être en cause dans une infection humaine. Donc depuis 1873, cette bactérie a été découverte, mais jusqu'à présent, on n'a pas un vaccin spécifique contre la lèpre. Et justement, en parlant de la lèpre, docteur, est-ce qu'elle existe encore ? La lèpre existe encore. D'abord, elle existe encore au niveau mondial. Au niveau mondial, la lèpre, à l'heure actuelle, c'est environ 200 000 nouveaux cas tous les ans. Et sur ces 200 000 nouveaux cas, 1 personne sur 10 est un enfant de moins de 15 ans. Donc, 1 personne, toutes les 2 minutes, est frappée par cette maladie. D'autre part, à côté des personnes qui sont des nouveaux cas de lèpre, la lèpre est une maladie potentiellement invalidante. Sans traitement, 1 fois sur 3, un patient sur 3 va développer des handicaps qui sont des handicaps durables. Et ces malades, même 1 fois guéris, vont disparaître des statistiques parce qu'ils vont être guéris de la lèpre, mais il y a une accumulation de ce nombre de cas. Donc au niveau du Gabon, le nombre de cas que l'on dépiste tous les ans est maintenant inférieur à 1 dizaine de nouveaux cas par an. Néanmoins, on estime que le nombre de personnes qui présentent des handicaps du fait de la lèpre, les personnes affectées par la lèpre, est estimé à 1 millier. Donc plusieurs centaines de personnes qui peuvent nécessiter des soins pour éviter que ces handicaps ne s'aggravent. Et justement, docteur, la lèpre, elle est contagieuse, comme vous l'avez dit à l'instant. Elle est également considérée comme maladie aéroportée. Alors, c'est un terme que j'ai du mal à comprendre. Et puis, quels sont ces pays-là, justement, où sévit encore cette maladie aujourd'hui ? Bon, là, c'est beaucoup de questions en même temps. Je vais répondre d'abord à la première, au mode de contamination de la lèpre. La lèpre, beaucoup de gens l'ignorent, mais elle est transmise par voie respiratoire. Lorsqu'une personne non traitée parle, tousse, crache ou éternue. Quelqu'un qui souffre de la lèpre et chez qui le bacille a évolué suffisamment de temps, parce que tous les malades de la lèpre ne sont pas contagieux. On considère qu'il y a environ peut-être 13% de personnes qui deviennent contagieuses, mais quand la maladie évolue trop longtemps et sur certains terrains, les personnes peuvent devenir contagieuses. Le bacille de Hansen se transmet par voie respiratoire et non pas du tout par contact. Souvent, les personnes ont peur de toucher quelqu'un qui souffre de la lèpre. La lèpre ne se transmet pas par contact, mais par voie respiratoire, comme la tuberculose, comme la Covid-19. Et puis justement, le terme maladie aéroportée. C'est ça, aéroportée, ça veut dire une transmission aérienne, une transmission par les gouttelettes de Pfleug. Donc le bacille de Hansen, quand quelqu'un est contaminé par le bacille de Hansen, par le Mycobacterium leprae, ce bacille va se localiser au niveau du nez de la personne, dans la muqueuse pituitaire. C'est là que le bacille va se multiplier et ensuite il va passer par voie hématique, donc par l'intermédiaire du sang, pour aller au niveau des organes qui sont touchés par la lèpre. Les principaux organes touchés par la lèpre sont la peau, les nerfs et les os. Si la lèpre ne touchait que la peau, à la limite, ce serait un problème esthétique. Malheureusement, ce qui fait toute la gravité de la lèpre, qui fait que la lèpre n'est pas simplement une maladie du peau, c'est le fait que la lèpre touche les nerfs et en particulier les nerfs périphériques. Elle détruit les fibres nerveuses et elle altère la fonction de ces nerfs en fonction des nerfs qui sont atteints. On considère que dans plus de 75% des cas, on peut palper un gros nerf chez quelqu'un qui souffre de la lèpre. Donc le rôle des nerfs, c'est de nous aider à bouger, c'est de nous aider à sentir, c'est de nous aider à cicatriser.
Et par conséquent, en fonction des fibres nerveuses qui vont être touchées, les complications de la lèpre, lorsqu'on laisse la maladie évoluer et qu'on ne traite pas le malade au stade de lésion cutanée, on va voir apparaître des difficultés à sentir, ce qu'on appelle l'hypoesthésie ou l'anesthésie, des difficultés à bouger, ce qu'on appelle les parésies ou les paralysies, où on va voir des difficultés à cicatriser si les patients ont des problèmes de plaies au niveau des extrémités. Et également, c'est un peu moins connu, il peut y avoir, en cas d'atteinte du nerf facial ou d'atteinte directe du bacille au niveau des yeux, une difficulté à voir qui peut aller jusqu'à la cécité dans 3 à 5% des cas si la lèpre n'est pas traitée. Docteur, vous venez d'énumérer quelques symptômes. À quel moment alors un patient peut aller consulter ? Bien, le principe, c'est, je dirais qu'un patient qui a sur la peau des taches, des boutons, même une seule tache, des boutons ou des boules, ce qu'on appelle en médecine les macules, les papules, les nodules, doit consulter, ou même n'importe quel problème de peau qui est chronique, qui dure plus de 15 jours, devrait consulter un médecin. En réalité, les lésions de la lèpre sont tellement banales et la lèpre est devenue plus rare, donc il est difficile de faire le diagnostic de la lèpre comme ça quand on voit sur sa peau quelque chose. Il faut plutôt se dire que quand on voit quelque chose sur la peau, par précaution, il vaut mieux consulter. C'est un agent de santé, un médecin. Parfois, il sera nécessaire de faire des examens complémentaires qui pourra affirmer qu'il s'agit de la lèpre. Je vais profiter de l'occasion que vous me donnez pour donner quand même un petit peu des indications sur l'aspect des lésions débutantes de la lèpre, des signes cutanés. Dans la lèpre, il peut y avoir, je l'ai dit, essentiellement 3 types de signes, des taches, des boutons ou des boules. Dans la lèpre, les taches de la lèpre, les macules, sont plus claires que la peau normale. Elles sont de couleur brun-jaune ou brun-rouge. Pas blanche comme le papier, pas blanche comme le lait. Brun-jaune ou brun-rouge. Les boutons dans la lèpre ne sont pas des boutons qui sont mis n'importe comment au hasard. Ils sont disposés en anneaux ou en cercles, ce qu'on appelait pour les médecins, les agents de santé, les léprides. Ils peuvent même ressembler sous cette forme à des lésions cutanées qui sont causées par des mycoses. Enfin, les boules dans la lèpre, c'est plusieurs boules. C'est pas une seule boule comme par exemple dans l'ulcère de Buruli où on peut avoir un seul nodule, mais dans la lèpre, lorsqu'on a des nodules, ils sont nombreux et ils sont disséminés sur tout le corps. Donc une tache plus claire que la peau normale, brun jaune ou brun rouge, des petits boutons disposés en cercle ou des boules plus ou moins volumineuses disposées sur tout le corps. Quelque chose qui est particulier dans la lèpre, c'est que ces lésions ne font pas mal et qu'elles ne font pas gratter. Il n'y a pas de prurite. Et c'est ce qui explique en partie que le diagnostic de la lèpre soit tardif, parce que les personnes qui voient des lésions qui ne les gênent pas sur le corps ont tendance à consulter tard, alors qu'il y a déjà des invalidités. À Libreville, les patients que j'ai vus jusqu'à présent, si on fait une moyenne, près de 50% présentent déjà un handicap. Donc les handicaps viennent souvent après. Il existe de temps en temps des lèpres qui commencent sans lésion cutanée sur la peau, avec des manifestations neurologiques. Avec quelqu'un par exemple qui se brûle à répétition, en méconnaissant même qu'elle s'est brûlée, la personne voit apparaître sur sa peau des signes qui sont comme des brûlures, mais si vous lui dites « vous vous êtes brûlé », elle vous dira « non, je ne me suis pas brûlé ». Donc quand on voit apparaître des choses qui évoquent des brûlures sur les mains ou sur les pieds, des ampoules que les malades ont fâcheusement tendance à percer, ce qui peut entraîner des complications au niveau des mains et des pieds, il faut penser qu'il y a peut-être une insensibilité qui est sous-jacente. Je vais m'arrêter là pour les signes débutants. Très bien, docteur. Je rappelle aux auditeurs qui nous prennent en cours que nous recevons présentement docteur Annick Mondjo, néphrologue, médecin de santé publique, diplômé de statistiques appliquées à la médecine. Elle est par ailleurs directeur du programme de lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé. Autre préoccupation, Greta ? Tout à fait, Liliane. Docteur, autre préoccupation, nous avons parlé un peu plus haut du diagnostic, mais si on peut revenir dans les détails, et en cas de positivité à la lèpre, quel est le traitement ? Je vais revenir sur les 2 éléments.
d'une part sur le diagnostic et d'autre part sur le traitement. Pour le diagnostic, pour les personnes qui ont été formées dans le passé sur la lèpre, et pour pouvoir reconnaître la lèpre, les personnes qui ont l'expertise ont la capacité de poser le diagnostic de la lèpre de manière clinique, sans faire d'examen complémentaire. Donc sur la clinique, de manière typique, on réalise un test de sensibilité au niveau des lésions cutanées et en fonction du résultat de ce test, en fonction également du résultat de la palpation des nerfs, on est en mesure de pouvoir déterminer dans certains cas que la personne est atteinte de la lèpre et dans ce cas-là, le traitement s'impose le jour même. Lorsque le test de sensibilité est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lèpre. Il est nécessaire de faire des examens complémentaires pour essayer de mettre en évidence le bacille de Hansen. Par un examen du subdermique, un petit prélèvement au niveau des lésions cutanées, on peut arriver à isoler le bacille avec une coloration qui est exactement la même que celle qu'on utilise pour mettre en évidence le bacille de la tuberculose. C'est la coloration de Zilnickel qui permet de découvrir des bacilles acido-alcoolo-résistants. Donc ils apparaissent rouges sur fond bleu dans ce type de coloration. Dans les formes que l'on voit de manière très précoce, mais ce n'est malheureusement pas le cas au Gabon, on peut s'aider également de la biopsie cutanée, de la napate, pour pouvoir essayer de trouver des lésions qui sont caractéristiques de la lèpre. C'est un examen qui est plus compliqué, plus invasif et qui coûte également plus cher. Donc, quel que soit le mode de diagnostic de la lèpre, qu'il soit clinique ou qu'il s'appuie sur le laboratoire, quelqu'un qui souffre de la lèpre, quelle que soit la forme, quelle que soit la durée d'évolution de la maladie, peut être soigné et peut être guéri au moyen d'une association de 3 antibiotiques. Cette association de 3 antibiotiques qu'on appelle une polychimiothérapie permet de guérir toutes les formes de lèpre en 6 mois ou en 12 mois. Il s'agit d'un traitement qui est mis à disposition des pays qui identifient des cas de lèpre par l'OMS et ce traitement est gratuit pour les malades. Justement, parlant de traitement, tout à l'heure vous avez dit qu'il pourrait être un peu coûteux. Alors, quel sera le coût de ces traitements? Est-ce que ces traitements sont pris en charge par notre principale assurance, CNAMGS par exemple? Bon, je me suis peut-être mal exprimé. Ce n'est pas le traitement qui est coûteux. Ce qui est coûteux, c'est de faire le diagnostic en faisant une anapate, en faisant une biopsie cutanée. Cela, c'est coûteux. Et c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge. Mais les agents de santé qui sont bien formés, qui ont l'expertise, ont la capacité, la possibilité de faire le diagnostic de la lèpre de manière clinique ou avec un examen qui est relativement peu coûteux, qui est l'examen du subdermique pour pouvoir mettre en évidence le bacille de Hansen. Donc cet examen est peu coûteux. C'est l'anapate qui est coûteuse. Le traitement de la lèpre, lui, c'est un traitement qui est efficace et qui est gratuit sur toute l'étendue du territoire. Il est mis à la disposition du programme par l'OMS. Et à côté du traitement, il y a une hygiène de vie à suivre pour les patients à respecter? Bien sûr. À partir du moment où il y a une atteinte nerveuse, et en fonction des nerfs qui sont atteints, selon que ce sont des nerfs qui sont situés au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, ou bien au niveau du visage, il y a des points que le patient doit faire en plus pour éviter l'apparition de handicap ou l'aggravation de handicap existants. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et l'apparition et l'aggravation de ces handicaps doit être systématiquement prévenue. Donc, un malade chez qui on fait le diagnostic de la lèpre parce qu'il a des lésions cutanées doit en plus bénéficier d'un bilan neurologique simplifié qui permet de pouvoir détecter une atteinte des nerfs périphériques. Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte du nerf cubital ou d'une atteinte du nerf sciatique poplité externe. Je vais prendre un exemple. Il y a vraiment beaucoup de lésions différentes qui peuvent exister, mais quelqu'un qui, du fait de la lèpre, a perdu la sensibilité plantaire, la sensibilité sous la plante du pied, du fait de l'atteinte du nerf tibial postérieur, un nerf qui passe au niveau de la cheville, doit absolument porter des chaussures. Absolument porter des chaussures, sinon il risque de se blesser les pieds. S'il y a une blessure, compte tenu de la lèpre, il risque de ne pas sentir, de continuer à marcher sur une plaie qui va s'agrandir
qui va s'infecter. Une fois que l'os est atteint, il y a un risque de perte osseuse et un risque d'amputation. On considère que quelqu'un qui a une insensibilité plantaire et qui ne fait pas une prévention est amputé de jambes dans 50% des cas à 5 ans. C'est vrai pour la lèpre, c'est également vrai dans le cas du diabète qui donne le même genre de problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel à savoir. Il peut également y avoir des problèmes au niveau des mains, au niveau des yeux, et vraiment les soins qui doivent être donnés doivent être personnalisés en fonction de l'atteinte neurologique. Alors docteur, autrefois, les personnes atteintes de lèpre étaient isolées. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Stigmatisées même. Il y a 2 éléments dedans. La stigmatisation pour la lèpre existe depuis des siècles. Les personnes généralement commencent à avoir peur quand ils voient que les personnes atteintes de la lèpre présentent des handicaps. D'autres, même le mot de lèpre leur fait peur, même si la personne n'a pas encore de handicap. Et il existe à l'égard de cette maladie une très très grande stigmatisation avec des mécanismes de discrimination contre lequel l'ONU a été obligée de prendre des mesures pour pouvoir avoir une résolution d'élimination de la discrimination à l'encontre des personnes affectées par la lèpre et des membres de leur famille, qui est calquée sur la Convention internationale du droit des personnes handicapées. Mais au sein des personnes handicapées, les personnes qui sont handicapées du fait de la lèpre sont encore plus discriminées. Le fait qu'on les ait isolés et regroupés parfois dans des villages asilaires n'était pas seulement lié à la discrimination, mais lié au fait que dans les années 50-60, on a découvert enfin un premier traitement efficace pour lutter contre la lèpre, et c'était plus facile de regrouper les malades, non pas pour qu'ils ne contaminent pas les autres, mais pour pouvoir les traiter ensemble au même endroit. Donc il y avait 2 soucis. Mais c'est vrai que dans les périodes moyenâgeuses, les personnes ont été isolées simplement pour qu'ils ne contaminent pas leur entourage. À l'heure actuelle, cette manière de faire n'a plus du tout de raison d'être. Pourquoi ? Parce que le traitement contre la lèpre est très efficace. Il repose sur une polychimiothérapie avec dedans la rifampicine. Et la rifampicine est tellement efficace dans le cadre de la lèpre qu'elle n'est donnée qu'une fois par mois avec les autres médicaments qui sont donnés le reste du mois. Et on sait, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, que le premier jour de traitement permet de stopper la contagion si le malade était contagieux. Les 2 premières gélules de rifampicine que l'on donne à un malade le premier jour de son traitement permet de stopper la contagion. Et c'est quelque chose qui a été vérifié scientifiquement sur les modèles d'inoculation du bacille dans les pattes de souris. Le bacille n'arrive plus à se multiplier. Donc quelqu'un qui est traité pour la lèpre ne doit absolument pas être isolé. Dans les 2 jours, il n'est pas en mesure, s'il était contagieux, de contaminer qui que ce soit. Dans les 48 heures, il n'est plus capable de le faire. Or, ce patient, le plus souvent, a traîné pendant 2 ou 3 ans avant d'être dépisté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt enquêter autour du cas pour pouvoir identifier la lèpre dans son entourage proche, parce que l'on sait que si quelqu'un est contagieux de la lèpre, s'il y a des contacts répétés et fréquents, il pourrait y avoir non seulement la contamination par le bacille, mais aussi le développement d'une lèpre chez les personnes qui habitent au même domicile ou qui le fréquentent fréquemment. C'est un peu comme la Covid-19. C'est un petit peu différent parce que le bacille de la lèpre est facile. Il est très facile de se contaminer avec le bacille de la lèpre. Dans le passé, sur le continent, il y avait 80 à 90% des personnes qui hébergeaient le bacille, mais qui néanmoins ne développaient pas la maladie. Au niveau du Gabon, dans les années 1960, il y avait peut-être 80%, 90% des personnes qui hébergeaient le bacille, mais seulement, et c'est beaucoup, 10 000 malades sur 460 000 habitants, environ 2% de la population. C'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire. Si on ne traite pas les malades, il y a un risque de contagion. Le cas de la Covid-19, je ne vais pas venir dessus, c'est une maladie qui est moins bien connue et ce n'est pas le sujet du jour. Docteur, nous arrivons au terme de notre tour de table. Votre dernier mot ?
Tache, bouton, boule, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tache, bouton, boule, qu'est-ce que c'est? Tache, bouton, boule, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tache, bouton, boule, qu'est-ce que c'est? Moi je tiens à ma peau, je vais voir un docteur. Moi je tiens à ma peau, je vais voir un docteur. Moi je tiens à ma peau, je vais voir un docteur. Moi je tiens à ma peau, je vais voir un docteur. Tache, bouton, boule, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tache, bouton, boule, qu'est-ce que c'est? Voilà, madame, monsieur, c'est sur cette chanson que se referme notre émission. Je rappelle à tous que nous avons reçu aujourd'hui Dr Annick Mondjo, néphrologue, médecin de santé publique, diplômée de statistiques appliquées à la médecine. Elle est par ailleurs directeur du programme de lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé. Cette émission s'achève donc sur cette note. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration de Rigobert Fouala à la technique, à la coordination Moussa Ndingui, Nick Jocelyn Fouba, supervision Bertrand Ebiagé Angoué, à la présentation Greta Matanga. Je suis Liliane Amieng Nendom. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.